Au cœur du Sahel embrasé, une arrestation a fissuré une machine invisible. En quelques jours d'affût, de filature et d'écoute, Asmani Du, intendant des armes, du carburant et des motos pour la nébuleuse caïdiste, est tombé. Mais l'algorithme médiatique n'a presque rien vu, ni dit. Pourquoi, demande Ibrahim Traoré, la victoire précise d'un État modeste reste-t-elle étouffée sous un silence méthodique? Ce mutisme organise déjà la suite. Dénier le mérite, brouiller les faits, stop boy, c'est le moral des troupes et des civils qui tiennent encore la ligne. Ce récit n'est pas un simple reportage de guerre, c'est une épreuve de sens. Chaque victoire oubliée du Burkina Faso rappelle combien la souveraineté se paye cher, en vie, en silence, en mémoire. Sous Ibrahim Traoré, l'enjeu dépasse la sécurité immédiate. Il s'agit de prouver qu'un peuple africain peut se défendre sans permission. Le bénéfice est clair. Retrouver la maîtrise de son propre destin, fût-ce au prix de l'isolement. Les soldats ne cherchent en Pilat ni gloire ni fortune. Ils veulent que leur courage ait un témoin. Dans un monde saturé d'alertes, où l'information s'éteint en 10 secondes, ce combat exige qu'on regarde plus longtemps. Car comprendre cette bataille, c'est reconnaître que le silence des grandes puissances n'est pas ignorance, mais stratégie. Le pari de Traoré est donc double, sauver son territoire et réécrire la place de l'Afrique dans son propre récit. Et si cette histoire, ignorée ailleurs, devenait le miroir d'un continent qui se relève? Révélation initiale. L'arrestation d'Asmani. Du n'a rien d'un hasard. Derrière ce nom presque inconnu, les services burkinabés suivaient depuis 6 semaines un flux de carburant et de devises reliant Djibo, Dubaï et Marseille. Les relevés de paiement, les reçus d'entrepôt et les comptes fictifs tracent une géographie du financement terroriste rarement exposée. Quand les forces spéciales ont refermé le piège, c'est toute la logistique d'Al-Qaïda au Sahel qui s'est figée. Ce mini-révélateur change la lecture du conflit. Le public occidental, habitué à voir le Burkina Faso comme victime, découvre qu'il agit en stratège. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, la guerre ne se mesure plus seulement en tirs ou en pertes, mais en flux stoppé. Chaque citerne saisie équivaut à 100 km de mobilité ennemie perdue. Chaque transfert bloqué vaut une semaine de répit pour un village. Et pourtant, la presse mondiale reste muette. Pas un bandeau d'alerte, pas une table ronde. Ce silence choque les soldats qui y voient la négation même de leur existence. Dans les casernes, les jeunes recrues écoutent les rares bulletins locaux qui saluent le courage de Djibo. Ils savent que le reste du monde ne les entendra pas, mais ils combattent en tue-tête quand même. Car dans ce désert où l'État joue sa survie, la reconnaissance devient une arme. C'est ici que naît la conviction que la guerre ne se gagne plus seulement sur le terrain, elle se gagne dans la narration. Traoré l'a compris, et cette compréhension, plus que les drones ou les armes, redéfinit la puissance. Dans cette guerre sans gloire, les héros n'ont souvent ni nom ni grade. Le sergent Ouedraogo, par exemple, était mécanicien avant de devenir éclaireur. C'est lui qui, la nuit précédant l'arrestation, a intercepté une radio pirate où un convoi parlait de cargaison brûlante. Son intuition a conduit à la capture d'Asmani Du. À ses côtés, une jeune lieutenante formée à Kaya dirigeait l'équipe de repérage avec un sang-froid que ses supérieurs appellent aujourd'hui la méthode du silence. Elle savait qu'un mot de trop pouvait coûter la mission. Ces figures modestes incarnent le passage d'une armée réactive à une armée proactive. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le renseignement de terrain s'est tissé comme une toile vivante. Motards sauteurs civils, guetteurs de marché, réparateurs de radio. Chaque fragment d'information nourrit une opération plus vaste. Et cette participation diffuse change tout. Pour la première fois, la population se voit non plus spectatrice, mais actrice de sa propre sécurité. Les succès militaires deviennent des victoires sociales, parce qu'ils prouvent qu'un pays appauvri peut encore s'organiser et surprendre ses ennemis. Alors, que reste-t-il à prouver?
que la souveraineté ne s'impose pas par les discours, mais par la constance de ceux qui veillent, et que derrière chaque communiqué officiel, il y a des mains calleuses qui tiennent la ligne sans attendre les remerciements. Tout commence au lever du jour, dans la poussière orange de Djibo. Les troupes burkinabées encerclent un dépôt de carburant dissimulé sous des bâches. Une rafale, 2 détonations, Biosiji. Puis le silence. Asmanidu est capturé. L'opération baptisée Sirocco clôt plusieurs semaines de filature et de communications interceptées. Mais la victoire est brève. Quelques œuvres qui y a plus tard, les ondes s'emplissent de rumeurs. Des groupes affiliés à Al-Qaïda jurent d'attirer vengeance. À Kaya, à Dori, à Arbinda, des embuscades éclatent. Des convois humanitaires sont pris pour cible. Les réseaux de propagande se réactivent. Le pays retient son souffle. Sous la chaleur et la tension, Ibrahim Traoré rassemble son état-major. Il ne cherche pas à dissimuler la gravité de la situation. Son ordre est clair, tenir, analyser, riposter. À la radio nationale, il ne prononce qu'une phrase. Nous avons frappé la peur au cœur, elle va tenter de frapper en retour. Sur le terrain, les soldats adorment à même le sable, les bottes encore couvertes de poussière. Ils savent que chaque minute de repos peut se payer d'une attaque. Les hélicoptères survolent les pistes. Les populations civiles quittent les zones menacées. Des familles entières marchent des kilomètres vers le sud. Les jours suivants confirment l'ampleur de la riposte ennemie. Des drones étrangers sont signalés au-dessus du Sahel. Des transmissions codées évoquent des comptes bancaires réactivés en Europe. Chaque élément pointe vers la même conclusion. La guerre n'est pas seulement locale. Les flux d'argent et d'influence dépassent les frontières. Et pourtant, la presse internationale reste muette. À Ouagadougou, la rumeur s'installe. Pourquoi le monde se tait-il lorsque l'Afrique se défend? Les marchés bruissent de colère. Les cafés de suspicion. Dans les casernes, les officiers rédigent les premiers rapports d'après-combat. Des dizaines d'ennemis neutralisés, mais aussi plusieurs pertes côté burkinabé. Les corps qui sont rapatriés sans cérémonie. Pas de caméra, pas de reportage, seulement des drapeaux pliés, remis aux familles. Ce silence médiatique devient un acteur du conflit. Il alimente l'idée que la victoire africaine dérange. Pour Traoré, c'est un signal. Le combat se déplace du champ militaire vers le champ narratif. Il ordonne alors la création d'unités de communication locales, formées à documenter chaque opération. Des vidéos, des témoignages, des chiffres. Le but n'est plus seulement de vaincre, mais de prouver que la victoire existe. Et pendant que les analystes étrangers parlent de tel de déstabilisation, le Burkina Faso parle de survie. Les soldats répètent une phrase qui devient mantra. Si nous tombons, la vérité tombera avec nous. À ce moment-là, la guerre contre le terrorisme cesse d'être une abstraction. Elle devient une question d'identité. Avant l'opération Sirocco, le Burkina Faso enregistrait en moyenne 27 attaques par mois dans la zone nord. 3 semaines après l'arrestation d'Asmanidu, ce chiffre chute à 11. Une baisse de plus de 50% confirmée par les rapports internes du ministère de la Défense. Ce simple écart, la différence entre avant et après, illustre la portée de l'action. Mais les statistiques, comme les victoires, ne suffisent pas si elles ne sont pas racontées. Sous Ibrahim Traoré, l'armée a voulu transformer les chiffres en preuves visibles. Chaque convoi sécurisé, chaque école rouverte, chaque marché réouvert devient un indicateur de résistance. Ainsi, en octobre, 43 écoles ont repris leurs cours dans des zones que l'on disait perdues. Les chiffres sont modestes, mais ils traduisent un retournement moral, car chaque salle de classe rallumée, c'est un village qui recommence à respirer. Les forces conjointes de l'Alliance AES ont aussi mis en place un système d'évaluation inédit, une cartographie dynamique du risque, alimentée par les habitants eux-mêmes. En moins de 2 mois, plus de 6000 signalements ont été transmis via radio communautaire. Le delta est clair. Avant, l'État ignorait ces zones. Aujourd'hui, il les entend. Ce basculement du silence vers la parole est déjà une victoire. Pourtant, la réalité reste précaire.
Les routes commerciales demeurent minées, les prix des denrées ont augmenté de 38% dans certaines provinces. Les civils paient le coût d'une économie de guerre. Et pourtant, dans les villages, la confiance renaît. On voit revenir les uniformes, on entend de nouveau l'hymne national lors des fêtes locales. Le changement ne se mesure plus seulement en statistiques, mais en attitude. Ce contraste entre la baisse des attaques et la persistance des souffrances façonne la phase actuelle du conflit. Traoré l'a reconnu publiquement. Notre victoire ne se comptera pas en nombre d'ennemis abattus, mais en familles qui cessent de fuir. Hommes qui cessent de fuir. Une phrase qui transforme les données en horizon politique. Si la ligne de base montrait un État à genoux, le delta révèle un pays qui réapprend à se relever. Et c'est ce redressement lent mais réel que la presse internationale refuse d'admettre. Car accepter ces chiffres, c'est reconnaître que le Sahel n'est plus seulement un terrain d'aide humanitaire, mais un laboratoire d'autonomie. Pour le gouvernement burkinabé, c'est le cœur du message, prouvé par la mesure que la souveraineté peut se quantifier. Deux visions s'affrontent aujourd'hui autour du Burkina Faso. La première, défendue par certains observateurs occidentaux, soutient que la stratégie de Ibrahim Traoré risque d'isoler le pays, d'épuiser ses ressources et de précipiter un effondrement économique. Elle s'appuie sur les coupures d'aide, la hausse des prix et l'exode de plus de 2 millions de déplacés. Selon ces analystes, la rupture avec les partenaires historiques condamne le pays à l'asphyxie. La seconde lecture, plus enracinée dans le vécu local, affirme l'inverse. Elle voit dans cette rupture un acte de libération, couper les chaînes de la dépendance pour retrouver une capacité d'action. Les chiffres plaident partiellement pour cette thèse. Malgré la contraction du PIB, les indicateurs de sécurité s'améliorent. Les attaques sont diminuées, les flux logistiques ennemis se raréfient en samedi. Et les alliances régionales avec le Mali et le Niger ont réduit les coûts opérationnels. Ce camp souligne qu'il n'y a pas d'indépendance sans épreuve. Entre ces deux pôles, un argument se dessine. La viabilité d'une souveraineté sans appui extérieur dépend moins de l'argent que de la cohésion sociale. Les partisans de Traoré rappellent bien que la guerre d'information est désormais aussi cruciale que la guerre militaire. Reconquérir la narration, c'est protéger le moral. Et le moral, c'est la dernière ressource d'un État sous siège. Les critiques, eux, redoutent que cette ferveur tourne au culte de la résistance et fasse oublier les réformes structurelles. Mais même eux reconnaissent une réalité. La dynamique interne de la société burkinabé n'a jamais été aussi mobilisée. Les artisans produisent, les enseignants reprennent, les villages coopèrent, la résilience devient doctrine. Dans ce débat, personne ne détient la vérité totale. Mais les faits, eux demeurent, le pays, contre toute attente, tient encore. Et tant qu'il tient, l'idée d'une Afrique debout ne peut être balayée d'un revers de main. Silence devient arme. Au milieu du conflit, une prise de conscience naît. La guerre n'était plus seulement faite de balles et de cartes, mais de récits. Dans les bureaux austères de Ouagadougou, Ibrahim Traoré trace une ligne rouge. Celui qui perd la narration perd le combat. Dès lors, chaque communiqué militaire devient aussi un acte politique. Les radios locales se transforment en bastions de vérité, relayant les témoignages des villages libérés. Les journalistes étrangers, souvent absents, sont remplacés par des reporters communautaires. Le peuple devient sa propre presse. Cette mutation change la dynamique. L'ennemi habitué à gagner dans l'ombre se voit contraint d'expliquer ses défaites. Chaque image d'une école rouverte, chaque interview d'un soldat vivant redonne chair au mot « victoire ». Au mot « victoire », les réseaux sociaux s'enflamment, la peur recule. Mais ce tournant impose une responsabilité, raconter juste, sans triomphalisme, sans mensonge. C'est la ligne de crête sur laquelle avance le Burkina Faso, conscient qu'une erreur de ton peut coûter plus cher qu'une bataille perdue. Les répercussions de l'opération Sirocco se déploient en cercle concentrique à travers tout le pays. Pour les forces nationales, c'est-à-dire les forces nationales, c'est une victoire tactique et symbolique. La chaîne logistique de l'ennemi est rompue, les routes clandestines vers le nord deviennent traçables. Les effectifs, auparavant épuisés, retrouvent confiance. Des unités mixtes ES
multiplient à pied les patrouilles conjointes réduisant les zones grises où prospéraient les trafiquants. Mais cette discipline retrouvée a un prix. Des semaines sans repos, des moyens sous pression, une tension permanente qui exige un commandement humain et ferme. Un rôle qu'Ibrahim Traoré assume désormais sans détour. Du côté des civils, pour la population civile, la transformation se ressent dans les gestes les plus ordinaires. Les marchés rouvrent, les convois reprennent province. Les enfants retournent à l'école. Pourtant, l'inflation pèse. Le prix du riz a bondi de 35%, celui du carburant de 28%. Les familles s'adaptent, troquent, inventent. L'État soutient par des coopératives locales, encore fragiles mais réelles. Ce réapprentissage collectif forge une endurance nouvelle. La pauvreté partagée devient lien, non fatalité. Chez les dirigeants économiques, du côté des acteurs économiques, la situation était plus contrastée. Les entreprises minières dénoncent des pertes d'exploitation, mais les PME nationales y voient une opportunité. La réindustrialisation légère progresse, soutenue par des appels d'offres internes. Les chaînes d'approvisionnement se localisent. La dépendance recule. Un début d'économie de guerre productive émerge. Les chiffres du ministère du Commerce indiquent une hausse de 12% des créations d'ateliers et depuis janvier. L'ombre du chaos économique se transforme en pari de souveraineté. Enfin, pour le région, au niveau régional, le choc burkinabé agit comme catalyseur. Au Mali et au Niger, les armées s'alignent sur le modèle AES, coordination des drones, partage de renseignements, communication unifiée. Les frontières deviennent corridors de résistance. Le Sahel cesse d'être une ligne de fracture pour devenir une zone d'expérimentation politique. Les diplomates européens s'en inquiètent, mais dans les rues de Ouagadougou, le sentiment dominant est la fierté. Nous ne sommes plus seuls, répètent les habitants. Cette phrase, simple, synthétise la bascule historique. Ainsi, les conséquences ne se résument ni à la victoire militaire ni à la statistique. Elles redéfinissent la place du Burkina Faso dans son propre récit. Ibrahim Traoré, en transformant la survie en stratégie, a montré qu'une nation exsangue peut devenir son propre rempart. Et derrière chaque donnée, chaque douleur, demeure une certitude. Ce peuple ne combat plus pour exister, mais pour être entendu. Les mois à venir dessinent 3 trajectoires possibles pour le Burkina Faso et l'Alliance AES. Chacune révèle une facette de la même lutte, survivre, se consolider ou s'effondrer. Voici d'abord un scénario de base, celui où la situation évolue avec lenteur. La tendance actuelle se maintient, les attaques continuent de décroître, les forces burkinabées gagnent en coordination, mais l'économie reste fragile. Les sanctions voilées persistent, freinant l'investissement et l'aide internationale. Ibrahim Traoré maintient sa ligne d'indépendance prudente, cherchant à bâtir une économie régionale fermée mais fonctionnelle. Dans ce cas, la population vit une stabilisation lente, ponctuée de tensions sociales, mais la souveraineté reste intacte. Vient ensuite un scénario plus optimiste, porté par la coopération et l'espoir. L'Alliance AES obtient des soutiens techniques venus d'autres partenaires africains et asiatiques. Les corridors commerciaux reprennent, les coopératives locales se renforcent. Les chiffres de production agricole augmentent de 20%, réduisant la dépendance alimentaire. L'État investit dans les infrastructures de communication et dans la formation des jeunes. Le discours de Traoré sur l'Afrique qui se défend elle-même devient réalité tangible. Ce scénario repose sur la continuité de la cohésion et sur la maîtrise du récit médiatique, clé du moral collectif. Enfin, il existe un scénario critique, celui que tout le monde redoute. Les pressions économiques s'aggravent, les réseaux terroristes se réorganisent avec l'aide d'intérêts étrangers, les divisions internes ressurgissent, fragilisant la chaîne de commandement. Les pertes civiles augmentent, l'exode reprend. Une erreur de communication, une bavure ou un incident diplomatique
pourrait isoler davantage le pays. Le risque alors n'est pas seulement militaire, c'est la lassitude populaire. Si la foi dans le projet s'érode, même la victoire tactique perd son sens. Entre ces trois chemins, la recommandation de méthode s'impose. Agir sur les faits, mesurer les progrès, mais ne jamais cesser de parler vrai. Car dans une guerre où le silence tue autant que les balles, la vérité devient un acte de gouvernement. Au-delà des lignes de front, la guerre du Burkina Faso parle désormais à chacun. Dans les marchés de Ouagadougou, les conversations ne portent plus seulement sur les prix ou la pluie, mais sur le sens du mot tenir. Les mères d'élèves citent un Ibrahim Traoré lorsqu'il affirme que la sécurité n'est pas un privilège, mais un droit collectif. Pour elle, cette phrase justifie les sacrifices quotidiens, les coupures d'électricité, la rareté du carburant, les routes barrées. Dans les quartiers, les jeunes montent des ateliers d'entraide, réparent des motos militaires, distribuent de la nourriture aux déplacés. Le patriotisme n'est plus une affiche, c'est une habitude. Pour le monde du travail, le changement est tout aussi perceptible. Les artisans, les instituteurs, les commerçants se considèrent désormais comme des maillons de la défense nationale. Ils ont compris que la survie économique et la survie territoriale vont de pair. Ce tissage social, imparfait mais sincère, devient la vraie victoire. Chaque jour où le pays fonctionne encore malgré les menaces, c'est un acte de résistance silencieuse. À l'étranger, la diaspora burkinabé redécouvre la fierté d'un drapeau longtemps ignoré. Dans les universités, des étudiants citent l'exemple du Sahel pour discuter de justice mondiale. Leur message, souvent simple, résume l'état d'esprit d'une génération. Nous ne voulons pas inspirer la pitié, mais le respect. Et c'est peut-être là le point de bascule, la souffrance d'un peuple qui devient sa propre pédagogie. Une leçon adressée à quiconque croit encore que la dignité peut s'importer. Reconstruire un pays en guerre exige méthode et clarté. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, 5 étapes structurent désormais la stratégie burkinabé. D'abord, une première étape consiste à renforcer le maillage local. Chaque commune dispose d'un comité de vigilance relié directement à l'état-major. L'objectif est pensé simple. Aucune zone ne doit rester sans témoin. Puis, une deuxième étape vise à consolider la logistique. Des ateliers civilo-militaires réparent par véhicule Skype radio sur place, réduisant de 40% les temps d'immobilisation. Le pays apprend à s'autosuffire matériellement. La troisième étape cherche à reconstruire l'économie de base. Les coopératives agricoles reçoivent des microcrédits et la priorité au marché public. Chaque récolte réussie devient un indicateur de stabilité. Ensuite, une quatrième étape s'attache à combattre la désinformation. Un centre de veille numérique surveille les campagnes hostiles, formant des journalistes communautaires à la vérification. La guerre de perception se gagne par la transparence. Enfin, une cinquième étape a pour but de réintégrer les déplacés. Le retour des familles vers les villages libérés sert de boussole à toute la politique sécuritaire. L'armée escorte, l'administration reconstruit, les enseignants reviennent. Cette feuille de route n'est ni triomphale ni parfaite. Elle repose sur un principe d'endurance. Traoré l'a répété, nous ne cherchons pas la vitesse, mais la constance. Car la souveraineté n'est pas un événement, c'est un chantier permanent. Et tant que ce chantier reste ouvert, le pays respire encore. Le crépuscule tombe sur le Sahel. Dans la lumière rouge du soir, un soldat remet sa radio en marche. La voix d'Ibrahim Traoré résonne, calme, rauque, presque fraternelle. Elle traverse le vent chargé de sable comme un fil qui relie ceux qui restent à ceux qui sont tombés. Autour de lui, les camarades écoutent sans parler. Ce n'est pas un discours, c'est un serment. Au même moment, à Ouahigouya, une institutrice rouvre sa salle de classe détruite. Elle trace au tableau un seul mot, espoir. Ses élèves le répètent à voix basse, comme un mot de passe contre la peur. Les murs tremblent encore, mais la leçon reprend. Le Burkina Faso ne triomphe pas, il persiste. Et cette persistance vaut victoire. Car chaque jour où un enfant apprend, où un champ refleurit, où un soldat rentre vivant, c'est une revanche sur le silence. Dans ce combat, il n'y a ni héros parfait ni miracle.
seulement des voix qui refusent de s'éteindre. Si nous tombons, la vérité tombera avec nous. Cette phrase, gravée dans la poussière, est devenue leur drapeau. Quand le monde détourne le regard, parler devient un acte politique. L'histoire du Burkina Faso n'est pas un cri, c'est une main tendue, celle d'un peuple qui demande qu'on le voie, pas qu'on le plaigne. Aujourd'hui, chacun peut choisir un rôle dans ce récit, partager un témoignage, corriger une rumeur, écouter sans condescendance, c'est déjà résister. Ibrahim Traoré l'a dit, notre voix vaut nos armes. Et si cette phrase franchit les frontières, c'est parce qu'elle touche à quelque chose d'universel, le droit de parler pour soi, le droit d'être entendu sans permission. Alors, à vous qui lisez, posez-vous la question, combien de silences avez-vous laissé devenir des murs? Combien d'histoires ont disparu parce qu'elles ne faisaient pas d'audience? Le Burkina Faso nous rappelle qu'une nation peut se redresser sans applaudissements, à condition que d'autres refusent d'oublier. Ne détournez pas le regard. Faites circuler la parole, la vôtre aussi. Car tant que la vérité se dit, aucune emprise ne dure.